Et si la manière la plus efficace de transformer votre existence consistait à garder un silence absolu? Et si vous aviez la capacité de transformer votre univers tout entier, non par l'effort, ni par l'explication, et pas même en articulant vos désirs, mais en accomplissant quelque chose de bien plus radical, en silence, par convention. Neville Goddard affirmait un jour, « Ne vous expliquez pas, ne vous justifiez pas, adoptez le sentiment du vœu exaucé et vivez-y. » Ce constat n'a rien de poétique. Il s'agit d'une cartographie, une instruction vivante sur la manière de matérialiser vos désirs sans avoir à lever le petit doigt dans le monde extérieur. Nous évoluons dans un monde obnubilé par le vacarme. Les réseaux sociaux vous enjoignent de proclamer vos ambitions. L'univers de l'auto-assistance vous presse d'affirmer plus fort, de vous acharner davantage, de répéter jusqu'à ce que l'inexorable se produise. Mais Neville enseignait l'inverse. Rentrez en vous-même et demeurez-y. Assumez votre désir. Ensuite, dans l'immobilité, laissez le monde refléter votre transformation. Dans cette vidéo, vous allez percer ce qui constitue peut-être la vérité la plus méconnue et la plus puissante concernant la manifestation. Point n'est besoin de convaincre quiconque, nul besoin d'expliciter votre aspiration. Vous n'avez même pas à en souffler mot. Il vous suffit d'accomplir une seule chose, adopter l'état du vœu exaucé, intérieurement, avec persévérance et sans aucune forme de résistance. Et lorsque vous le ferez, la réalité s'infléchira discrètement en votre faveur. À l'issue de cette vidéo, vous saurez précisément comment mobiliser votre imagination dans le silence, comment déjouer le piège de la réactivité, et comment vous muer en un créateur silencieux, dont les postulats dictent la réalité, non par la contrainte, mais par la foi. Je vous le demande, pouvez-vous laisser le silence devenir votre plus grand acte de puissance? Entamons. Le pouvoir réside dans l'intériorisation, et non dans la résistance extérieure. Il est un instant subtil, souvent imperceptible, où nous sommes tentés d'agir de manière ostensible pour modifier ce qui nous déplaît, de lutter contre, de le contester, de le corriger ou de l'éluder. Mais encore, Neville Goddard avançait une idée foncièrement contre-intuitive. C'est précisément à l'instant où nous adoptons cette posture que nous essuyons une défaite. Car dès l'instant où vous réagissez à une condition comme si elle était avérée, vous l'ancrez plus profondément dans la conscience. Vous déclarez, sans prononcer un mot, « Ceci est la vérité », et votre monde s'y plie en la consolidant. Vous vous élevez à un niveau supérieur de l'être, en quelque sorte, énonça Neville, en postulant que vous êtes déjà ce que vous aspirez à être et en refusant catégoriquement de retomber dans l'état de ce que vous ne souhaitez plus être. Ce refus n'est pas bruyant. Il ne s'agit pas d'une contestation de ce qui est. C'est l'art silencieux de devenir autre intérieurement. Imagine ceci. Votre monde est un miroir. Vous ne modifiez pas le reflet en essuyant la glace. Vous le transformez en ajustant votre visage. De même, on ne modifie pas une circonstance en luttant contre elle. On la transforme en adoptant l'état où cette circonstance n'a plus lieu d'être. Achetons cela au concret. Si une facture vous parvient et que l'anxiété vous étreint, c'est parfaitement naturel. Toutefois, ce qui advient ensuite est déterminant. Vous laissez-vous happer par l'inquiétude, sombrant dans un tourbillon de préoccupations. Ou, ne serait-ce qu'un instant, vous projetez-vous dans l'état d'esprit d'une personne pour qui les finances se présentent toujours avec une aisance déconcertante. Si quelqu'un fait fi de votre message, vous lancez-vous à la poursuite d'une validation factice? Ou bien partez-vous du principe que vous êtes déjà immensément chéri, d'or et déjà élu? Celui qui réagit croit que le monde extérieur est la source de la vérité. Celui qui se pose silencieusement sait que la source réside en lui-même. Neville martelait sans relâche, « Cessez de vouloir transformer le monde. Il n'est qu'un reflet. À la place, métamorphosez votre conception de vous-même. C'est ici que le véritable pouvoir prend racine. Ce n'est ni la coercition, ni la rébellion. C'est le glissement silencieux de l'identité, le choix de ne plus se considérer comme une victime des circonstances, mais comme leur instigatrice. Posez-vous donc la question, avec une certaine bienveillance. Quelle facette de votre existence avez-vous tenté de redresser de l'extérieur? Et quelle serait la sensation d'admettre, intérieurement, que la difficulté est d'ores et déjà dissipée? Non pas en tant que performance, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais simplement, exister à partir de cet état, et laisser la réalité s'ajuster. Le silence de la connaissance, se manifester sans l'aune des mots. Le véritable pouvoir ne s'annonce pas. Il ne s'explique pas. Il ne supplie pas. Il s'impose. Seul le texte traduit. Neville Goddard enseignait que celui qui comprend la loi n'a nul besoin d'énoncer son désir, non point par dissimulation, mais parce qu'il sait que celui-ci est déjà accompli. Il a dit, « Lorsque vous priez, croyez que vous avez déjà reçu, et vous aurez. Non pas recevrez, non pas pourriez recevoir, mais avez déjà reçu. » L'implication est subtile, quoique profonde.
Si cela est déjà vôtre, quelle nécessité y a-t-il à en parler? Le silence de l'homme accompli n'est pas celui du doute, c'est l'immobilité de l'achèvement. Or, pour la plupart d'entre nous, un conditionnement s'est opéré en sens inverse. On nous incite à verbaliser nos aspirations, à susciter l'adhésion d'autrui, à acquérir validation, encouragement et retour d'expérience. On nous assène que, faute de déclarer nos désirs, leur concrétisation demeure hypothétique. Pourtant, ce faisant, en évoquant sans cesse nos désirs, les motifs qui les sous-tendent et les stratégies pour les concrétiser, nous projetons, sans le savoir, notre conscience dans l'avenir au détriment du présent. Nous parlons depuis la séparation et non depuis l'union. Dès lors, le désir demeure ce qu'il est, une aspiration, jamais une possession. Neville fut catégorique sur ce point précis. Dans sa conférence « La loi de l'Assomption », il déclarait « Votre présomption, bien que fausse, si vous y persistez, se cristallisera en fait. » Remarquez bien, il ne dit pas « vos paroles concernant la présomption », mais la présomption elle-même. Autrement dit, la réalité ressentie que vous habitez intérieurement, qu'un seul mot soit prononcé ou non. Seulement le texte traduit. Neville relata l'histoire d'une étudiante éprise d'un homme qui ne manifestait aucune inclination romantique à son égard. Elle ne le courtisa point. Elle ne confia ses désirs à personne, pas même à lui. Chaque nuit, avant de sombrer dans le sommeil, elle s'imaginait simplement déjà son épouse. Elle assumait cette identité intérieurement, la portait, la ressentait, y vivait. Et, sans effort ni déclaration, les circonstances se remodelèrent d'elles-mêmes, et l'homme finit par la demander en mariage. Elle ne déclara pas son objectif. Elle devint la finalité, et le monde réagit. Ce type d'autorité créatrice, empreinte de sérénité, est ce que Neville désignait comme « vivre dans la faim ». Et ceux qui vivent dans cette faim parlent différemment, ou s'abstiennent de toute parole. Car le silence n'est point le vide. Spirituellement parlant, le silence est plénitude. Il est une chambre emplie de la vibration de l'anticipation. C'est le temple intérieur où vos scènes imaginées se déroulent, inlassablement, jusqu'à ce que le monde extérieur s'y conforme. Florence Scovel Shinn, une contemporaine de Neville, qualifiait cela de « plan spirituel ». Elle affirmait « Les forces invisibles œuvrent sans relâche pour l'homme qui tient les ficelles lui-même, sans même en avoir conscience. En raison du pouvoir vibratoire des mots, tout ce que l'homme exprime, il commence à l'attirer. » Mais elle mettait également en garde. Lorsque nous nous exprimons sous l'emprise de la peur ou de la nostalgie, nous attirons également depuis cette même sphère. C'est pourquoi le silence, lorsqu'il est pratiqué consciemment, ne constitue pas une esquive. Il est une protection. Il préserve l'hypothèse d'une dilution. Il vous empêche de retomber dans l'ancien état en articulant l'ancienne narration. Et il existe une autre raison pour laquelle Neville nous exhortait à taire nos actes imaginatifs. Autrui pourrait contester votre désir avant même qu'il ne se matérialise. Il pourrait railler, douter, instiller la peur. Et si votre conviction n'est pas solidement ancrée, leur incrédulité risque de vous ébranler. Non point par malveillance, mais parce qu'ils s'expriment depuis l'état qu'ils habitent. Et chaque état s'exprime de lui-même. C'est ainsi que Neville conseillait. Plongez-vous dans le silence et communiez avec le soi. Nul besoin de claironner votre désir. Votre unique tâche consiste à ressentir l'accomplissement comme une réalité tangible. Demeurez intérieurement dans cet état jusqu'à ce qu'il devienne naturel. Il est un moment profond qui survient lorsque l'on a suffisamment intériorisé. On oublie que le désir fut jamais un désir. On commence à vivre à partir de lui, sans effort. Et à ce stade, les mots eux aussi se transforment, non par contrainte, mais parce que l'identité s'est métamorphosée. Vous pouvez encore vous exprimer, certes, mais ce que vous direz émanera de la faim, et non en direction de celle-ci. Vous pourriez affirmer, évidemment, je suis nanti, non point dans une tentative d'auto-persuasion, mais bien parce que c'est le cas. Vous pourriez affirmer, je croise toujours les personnes adéquates, non pas comme une déclaration péremptoire, mais comme une constatation d'un état de fait déjà avéré dans votre univers. Ceci n'est point une positivité forcée, c'est le langage de celui qui réside dans l'état d'accomplissement. Et parfois, l'éloquence se tait et le silence suffit. La science moderne fait désormais écho à ce que Neville pressentait il y a des décennies. Le domaine des sciences cognitives révèle que notre système réticulé activateur, le filtre cérébral, recherche les preuves qui confirment nos postulats dominants. Que ces postulats soient de formulés ou non, ils façonnent ce que nous remarquons, la manière dont nous interprétons et nos attentes. Si vous partez du principe que vous êtes en bonne santé, fortuné, élu, le cerveau ajuste la perception en conséquence. Et avec le temps, vous commencez à vous mouvoir tel celui qui possède déjà ces attributs. Les gens le ressentent. Le monde se réorganise. C'est pourquoi le silence de la connaissance n'est pas passif.
Il est déterminant. Un acte créatif du plus sublime, acabit. Permettez-moi donc de vous soumettre ceci. Lorsque vous songez à votre désir, éprouvez-vous l'impulsion de le confier à autrui, de l'expliciter, de solliciter l'assentiment? Ou pouvez-vous vous y asseoir, paisiblement, comme si cela était déjà accompli? Pouvez-vous le porter en conscience, sans quête de validation? Et, s'il était déjà avéré, déjà consommé, quel serait le propos que vous ne ressentiriez plus l'impérieuse nécessité d'énoncer? Celui qui se manifeste promptement est rarement celui qui s'exprime avec volubilité. C'est celui qui se meut si profondément dans l'accomplissement invisible que la réalité, n'ayant d'autre alternative, s'aligne inéluctablement. Si cette idée de créer dans le silence vous interpelle, consultez le commentaire épinglé. Vous y trouverez un écho précis de ce que nous explorons. Comment le véritable changement s'opère avant même qu'un mot ne soit prononcé. Il pourrait bien s'agir du rappel que vous attendiez. Seule la traduction du texte, rien d'autre, preuve vivante de la loi. La démonstration la plus probante de la vérité ne réside ni dans les ouvrages, ni dans les discours, ni dans les théories. Elle se révèle dans l'être, dans le fait de devenir la chose même. Neville Goddard vécut ce principe, non pas uniquement en tant qu'enseignant, mais en homme qui appliquait discrètement ce qu'il prêchait. Il ne bâtit pas d'empire. Il ne rechercha pas la célébrité. Il assumait, révisait, imaginait, et laissait les résultats témoigner. Sa vie était son témoignage. Il relata l'anecdote de son aide à son frère, Victor, confronté à la nécessité de louer un immeuble à New York. Au lieu de prodiguer des conseils, Neville s'isola dans le silence et révisa l'événement dans son imagination. Il vit Victor, d'ores et déjà en possession du bâtiment. Point de négociation. Aucune interférence. Uniquement un acte intérieur, silencieux, et quelques semaines plus tard, le bail fut accordé. Victor, ignorant l'intervention de Neville, constituait la preuve vivante d'une présomption révisée. Ce pouvoir créateur silencieux est un fil conducteur constant dans la vie des grands manifesteurs. Florence Scovel Shinn, bien qu'elle enseignât la loi spirituelle, n'a jamais eu besoin de prouver sa valeur. Elle ne s'est jamais querellée avec les doutes d'autrui. Elle vivait dans la certitude de l'ordre divin. Elle ne parlait que de son propre savoir et laissait les résultats se déployer autour d'elle. Aucun de ces individus n'était prolixe concernant sa méthode. Ils étaient d'une certitude inébranlable. Le monde nous a conditionnés à acquérir la validation, à justifier nos désirs, à rendre raison de nos visions. Mais ceux qui appréhendent la loi de l'Assomption savent que le monde n'a que faire de votre justification. Il ne requiert que votre alignement. Avez-vous observé à quel point les individus les plus charismatiques s'abstiennent de disserter sur leurs ambitions? Ils dégagent une présence discrète, une impression qu'ils incarnent déjà ce qu'ils prétendent être, non par le verbe, mais par l'être. Leur assurance n'implore aucune autorisation. Voici ce que signifie vivre en tant que démonstration de la loi. Neville affirmait jadis, « Quand vous savez ce que vous désirez, vous ne dissertez pas sur votre souhait. Vous l'accomplissez. Vous assumez le sentiment de votre vœu exaucé et y demeurez. En d'autres termes, vous l'incorporez, bien avant qu'aucune manifestation extérieure n'en témoigne. » Imagine une personne tentant de perdre du poids, qui ne prononce jamais le mot « régime », mais arbore l'aisance et l'énergie de quelqu'un déjà affranchi. Ou encore, un individu qui ne s'épanche pas sur ses objectifs financiers, mais traverse sa journée avec une générosité sereine, une concentration limpide et une abondance décontractée. Voilà la preuve tangible. Et voici l'ironie. Lorsque vous cessez de chercher à manifester pour prouver quelque chose, votre monde commence à muter avec une plus grande vélocité. Pourquoi ? Parce que vous avez lâché prise sur le besoin de convaincre, et avez, par conséquent, entériné l'aboutissement. Il y a là une élégance. C'est la voix de l'artiste, du mystique, du maître. Non pas celui qui exécute, mais celui qui est. Neville n'enseignait pas la performance. Il enseignait l'identité. Il enseignait l'assomption, l'acte discret et discipliné de revêtir l'état du désir comblé comme un vêtement. Non pas pour impressionner autrui, mais parce qu'il vous est consubstantiel. Êtes-vous disposé à endosser en silence l'état latent de votre désir? N'est-ce pas plutôt ne pas exhiber sa réussite au monde, mais ressentir si intensément le succès qu'il devienne superflu d'en faire état? Pouvez-vous permettre à votre existence de devenir l'attestation tangible, le déploiement serein qui se passe de tout apparat? La loi ne réagit pas au vacarme, elle répond à l'être. Lorsque vous assumez la fin et persévérez, le monde n'a d'autre choix que de s'y conformer. Pourquoi est-il si ardu de garder le silence face à la contradiction? D'où provient notre réaction instinctive? C'est parce que nous avons oublié notre propre identité. Neville enseignait que notre propension à réagir émotionnellement aux circonstances extérieures procède d'une identification profonde au sens. Nous accordons foi à la perception sensorielle, la considérant comme le vecteur de la vérité,
et nous nous inclinons ainsi devant les apparences, nous les contestons, les appréhendons, tâchons de les modifier. Ce faisant, nous méconnaissons que la conscience est la cause, et les sens, l'effet. C'est précisément la raison pour laquelle la réactivité n'est pas simplement contre-productive. Elle signale que nous avons sombré à nouveau dans l'illusion de la séparation. Vous aspirez à la manifestation de la richesse, pourtant le compte bancaire témoigne d'une absence. Dès lors, vous le consultez inlassablement, nourrissant l'espoir d'un revirement. Cependant, chaque réaction émotionnelle face au solde ne fait que consolider l'état de pénurie. Vous confirmez, avec une intensité palpable, que le manque est une réalité tangible. Vous aspirez à l'amour, pourtant vous êtes sans nouvelles de l'être qui vous est cher. Vous vous manifestez donc, vous vous expliquez, sollicitez des éclaircissements. Or, à chaque mot prononcé par l'inquiétude, vous ne faites que corroborer votre éloignement de l'amour en soi. Neville affirmait, être conscient de sa pauvreté tout en priant pour la richesse, c'est être récompensé par ce dont on est conscient d'être, à savoir, la pauvreté. En d'autres termes, votre réaction émotionnelle n'est pas un état passif, c'est un acte créateur. Et il est constamment à l'œuvre, que ce soit en votre faveur ou à votre encontre. Lorsque vous réagissez, vous rejouez l'ancien état. Vous vous exercez à être la personne privée de la chose. Et par cette répétition, vous votez en faveur du statu quo. Ceci ne revient pas à dire que les émotions sont intrinsèquement mauvaises. Vous êtes humain. Vous ressentirez. Mais ce que Neville nous exhortait à faire, c'était de nous reprendre promptement, de saisir l'instant où nous commençons à rechuter, à régresser vers le vieil homme, l'état antérieur, et de lui opposer un refus empreint de douceur. Il décrivait autrefois cela comme une mort de l'ancien homme. C'est la décision, réitérée inlassablement, de ne plus persister dans la version de soi-même qui s'accorde avec la condition indésirable. La réactivité est séduisante. Elle nous confère l'illusion du contrôle. Réagir donne le sentiment d'agir. Or, la manifestation ne réside pas dans l'action, mais dans l'assomption. Pas seulement intellectuellement, mais émotionnellement, énergétiquement, intégralement. Considérez-le de cette façon. Imaginez-vous devant un miroir, fronçant les sourcils, et exigeant que le reflet vous adresse un sourire. Telle est la similitude avec le fait de réagir aux circonstances sans avoir au préalable opéré un changement intérieur. Le miroir ne fait que refléter ce qu'il perçoit. Le monde extérieur n'est pas différent. Neville assimilait nos états de conscience à des vêtements psychologiques, des habits invisibles que nous portons. Si vous endossez l'état de victime, la vie vous apparaîtra comme vous maltraitant. Si vous revêtez l'état d'être ignoré, autrui ne discernera pas votre valeur. Mais si vous assumez l'état d'être élu, précieux, respecté, et que vous y persévérez, silencieusement, en dépit des apparences, le monde ne manquera pas de vous répondre en écho. C'est précisément pour cette raison que la non-réactivité n'est en rien passive. Elle est foncièrement créative. Lorsque vous optez pour la non-réaction, vous n'éludez pas l'existence. Vous lui donnez des directives. Vous sélectionnez l'état qui converge vers le dénouement souhaité, plutôt que celui qui répercute les informations actuellement transmises par vos sens. Cela exige de la discipline. Il n'est pas aisé de garder le silence lorsque le monde semble contredire votre vision intérieure. Mais c'est là le seuil que la plupart des gens ne franchissent jamais. Et ainsi, ils demeurent englués dans des cycles de désir, d'espoir, de réaction et de confirmation du statu quo. Mais vous avez la possibilité de marquer une pause, de vous souvenir, de ressentir la véracité de ce que Neville entendait par « le monde est un miroir, reflétant à jamais ce que vous faites en vous-même ». Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez provoqué, ignoré, délaissé, faites une pause. Interrogez-vous. Dans quel état me trouve-je à l'instant? Suis-je ancré dans l'ancien moi, implorant le changement? Ou bien revais-je le vêtement neuf, refusant d'être ébranlé par les apparences fugaces? La non-réactivité n'est pas un détachement de l'existence, mais bien un alignement avec la vérité. C'est la posture subtile, mais néanmoins souveraine, de celui qui a déjà reçu. Et, de cet état, la création devient inéluctable. La science cognitive contemporaine corrobore la loi. Pendant des décennies, Neville Goddard a enseigné que la conscience est la seule réalité. Pour beaucoup, cela paraissait mystique, abstrait, voire invraisemblable. Or, au fil du temps, la science commence à faire écho à ce que les mystiques ont toujours su. La science cognitive moderne, la psychologie et les neurosciences confirment désormais en termes cliniques ce que Neville enseignait par l'imagination et le sentiment. Vos convictions, conscientes ou inconscientes, fonctionnent comme des filtres, façonnant non seulement votre perception du monde, mais également vos expériences en son sein. Commençons par l'identité. Les études en psychologie démontrent que les êtres humains agissent en accord avec leur concept de soi. Non pas leurs objectifs, non pas leurs espoirs, leur identité. Ce que vous présumez être devient le principe organisateur de vos décisions,
de votre attention, de vos habitudes, et, en définitive, de votre réalité. Si vous vous considérez comme quelqu'un qui est constamment aux prises avec des difficultés, vous rechercherez inconsciemment la lutte. Vous interpréterez des événements neutres comme des menaces. Vous négligerez les opportunités, écarterez les possibilités, et trouverez des preuves corroborant votre identité. Neville avait saisi cela bien avant que cela ne devienne une réalité clinique. Il enseignait que votre monde est vous-même extériorisé, que votre état de conscience, votre sentiment d'être, s'extériorise constamment. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la fonction. Seul le texte traduit. Les biais cognitifs tels que le biais de confirmation, l'attention sélective et le système réticulé activateur démontrent que nous ne prêtons attention qu'à ce qui s'aligne sur nos structures de croyances dominantes. Si vous postulez que vous n'êtes pas à la hauteur, votre esprit ignorera les éloges et amplifiera les critiques. Cependant, si vous posez comme prémisse que vous êtes estimé et digne, ce même cerveau filtrera la réalité pour refléter le soutien, le respect et la reconnaissance. Et ces biais ne sont pas que d'ordre intellectuel. Ils sont porteurs d'une charge émotionnelle. Autrement dit, nous ne nous contentons pas de penser nos présupposés, nous les ressentons. Et c'est ce sentiment que Neville a souligné à maintes reprises. Il a déclaré « Ce n'est pas ce que vous désirez qui vous attire, vous attirez ce que vous croyez être ». Les neurosciences corroborent désormais cette idée grâce aux études sur la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se réorganiser en fonction de la répétition des pensées et des expériences émotionnelles. Plus vous vous attardez dans un état, plus celui-ci s'ancre profondément. Votre cerveau se restructure littéralement pour soutenir l'identité que vous avez choisie. Ainsi, lorsque Neville nous exhortait à persévérer dans l'hypothèse, il ne nous proposait pas une chimère. Il nous offrait un recablage. Il ne vous est pas demandé de simuler un nouvel état. Il vous est demandé de le porter, de le ressentir, de penser à partir de lui et de le laisser devenir plus familier que l'ancien. Et la science corrobore cela. La répétition, conjuguée à l'intensité émotionnelle, crée de nouvelles voies neuronales. Au fil du temps, votre réalité bascule parce que vous avez basculé. Allons droit au but. Imaginez deux personnes pénétrant dans la même pièce. L'une se persuade qu'elle est ignorée. L'autre se croit magnétique. Toutes deux sont vues, mais elles interprètent les regards différemment. L'une y perçoit du désintérêt, l'autre y décèle de l'admiration. L'une s'en va, confortée dans son invisibilité. L'autre quitte les lieux, confirmée dans sa présence. Qui a changé? Non pas la pièce. L'état. Neville asséna. Les états sont illimités. Vous êtes perpétuellement dans l'un d'eux. La question essentielle est, dans lequel vous trouvez-vous présentement? Et la recherche contemporaine nous le confirme. Votre perception, votre mémoire, voire votre langage corporel, tous s'alignent sur l'état dans lequel vous vous complaisez. Vous n'avez pas besoin de redoubler d'efforts. Vous avez besoin de davantage de présomption. Car l'hypothèse n'est pas un vœu, c'est une sélection. La grande vérité qui sous-tend tant la métaphysique que la psychologie réside dans le fait que vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes celui qui les sélectionne. Vous n'êtes pas votre réalité actuelle. Vous en êtes le projecteur. Ce que vous acceptez intérieurement comme vrai se manifestera extérieurement. Il ne s'agit pas de magie. C'est une structure. Ainsi, si vous vous interrogez sur le caractère potentiellement abstrait, voire spirituel, ou encore déconnecté de la compréhension contemporaine de cet enseignement, réexaminez-le. Le pont est d'ores et déjà jeté, et Neville arpentait déjà ce lieu depuis belle lurette. Vous ne devez vous exprimer qu'à partir de l'accomplissement. Neville ne nous a jamais enjoint au silence par crainte ou par répression. Il ne prônait nullement la répression, ni ne feignait que nous soyons indifférents. Il appelait à une parole sélective, une sorte d'intégrité verbale ancrée dans l'identité. Il dit « Adressez-vous à vous-même comme à celui que vous aspirez à incarner, et ce, jusqu'à ce que vous soyez intérieurement convaincu d'être cette entité. » Cela implique que vous vous exprimez exclusivement depuis l'état du souhait accompli. Vous parlez en tant que personne qui possède déjà ce qu'elle désire, et non comme celle qui s'efforce de l'obtenir. La plupart des individus articulent leur désir depuis une position de manque. Ils évoquent ce qu'ils s'efforcent de matérialiser, les difficultés rencontrées ou les déficiences qu'ils endurent encore. Leurs propos, bien que potentiellement teintés d'espoir, véhiculent, vibratoirement parlant, un message clair « Cela ne m'appartient pas encore ». Et ce fossé subtil, entre le désir et l'être, constitue la réponse de la loi. Neville était catégorique. Chaque parole que vous proférez, que ce soit à haute voix ou dans le silence de votre conversation intérieure, est une semence. Or, la semence doit correspondre au sol. Si votre état intérieur est celui du manque, vos paroles en sont imprégnées, aussi belles soient-elles. Alors, que signifie s'exprimer depuis un lieu d'accomplissement? Cela implique de décrire votre vie telle qu'elle est dans son accomplissement, même si les apparences extérieures n'ont pas encore subi de transformation.
Vous parlez de l'amour comme si vous étiez déjà aimé. Vous parlez de l'argent comme s'il affluait avec aisance. Vous vous exprimez au sujet de votre travail, de votre corps, de votre monde, comme si tout était déjà en parfait état. Et ce n'est point là une illusion. C'est une sélection, car vos mots ne se bornent pas à refléter votre état. Ils le consolident. Il existe une forme d'expression qui émerge spontanément de l'état de possession. Elle est sereine, empreinte d'objectivité. Il ne s'agit pas d'une affirmation, mais d'une description. On ne cherche pas à y adhérer par la foi. On l'incarne tout simplement. Et le langage en découle. Remarquez la distinction entre ces deux dialogues intérieurs. J'espère décrocher ce poste. Il me faut intensifier ma préparation. Et si je ne suis pas à leur goût, versus, ce rôle est taillé pour moi, c'est une évidence. Ils vont s'en rendre compte. Il est d'ores et déjà acquis. L'un pourchasse, l'autre détient. Neville nous le rappellerait. Cette dernière assertion n'est pas de l'arrogance, mais bien une posture d'alignement. C'est pourquoi il est impératif de surveiller attentivement notre façon de nous adresser aux autres et plus particulièrement la manière dont nous nous parlons à nous-mêmes. Votre dialogue intérieur constitue une diffusion constante, captée non pas par autrui, mais par votre propre subconscient, le bâtisseur de votre univers. Lorsque vous vous exprimez depuis un état d'accomplissement, vous proclamez l'état que vous habitez, non pas pour autrui, mais pour votre propre incarnation. Posez-vous donc à présent, en toute quiétude et avec sincérité, qu'ont révélé vos récentes paroles de votre état intérieur? Parlez-vous de votre désir comme d'une chimère lointaine? Ou le décrivez-vous comme une donnée intrinsèque, actuelle, inéluctable? La parole n'est pas qu'un simple vacarme, elle est une direction. Parlez depuis la fin, et laissez vos mots charrier la puissance de celui qui est déjà, le défi, catalyseur de la foi. Neville n'a jamais promis que cette voie serait exempte de contradictions. En réalité, il enseignait que dès l'instant où l'on adopte un nouvel état, l'ancienne réalité opposera souvent une résistance. Non pas à titre de châtiment, mais comme une épreuve, un feu purificateur destiné à affermir votre conviction. Il a déclaré, « Lorsque vous osez postuler ce que vos sens récusent, et que vous persévérez dans cette présomption, elle se murera en une réalité tangible. Entre l'hypothèse et la concrétisation, il existe fréquemment une période probatoire, un intervalle où l'évolution semble stagner, voire, pire encore, où les circonstances paraissent s'aggraver. C'est à ce stade que la plupart des individus flanchent. Ils interprètent l'épreuve comme un signe de manquement. Ils renouent avec l'état antérieur. Ils réagissent de manière impulsive. Mais et si la contradiction ne représentait pas un rejet, mais une invitation? Et si la vie, dans sa résistance apparente, demandait simplement « Croyez-vous toujours que c'est achevé, même à présent ?» C'est ici que la foi véritable prend racine, non point dans les instants de répit, mais bien dans ces moments où l'ensemble de votre environnement extérieur s'efforce de vous ramener vers l'ancienne identité. Neville décrivait cela magnifiquement dans son enseignement sur le pont des incidents. Il expliquait qu'une fois que vous assumez le sentiment du vœu exaucé, la vie commence à se réagencer, mais pas toujours de la manière dont vous l'anticipez. Parfois, les événements sembleront dénués de lien, voire indésirables. Or, ils font partie intégrante du chemin. Ils sont des tremplins, positionnés avec une précision chirurgicale, qui vous mènent à l'accomplissement que vous avez déjà revendiqué en vous-même. La clé réside en ceci. Ne pas juger d'après les apparences. Celles-ci mentent. Les sens ne rapportent que le passé, ce qui fut autrefois supposé. Ils ne dévoilent point ce qui advient. C'est pourquoi Neville martelait. Ne pas être troublé par les apparences constitue le premier pas pour les surmonter. Alors, comment affronter l'adversité? On ne lui oppose pas de résistance, on la réinterprète. Quand la vie vous met des bâtons dans les roues, vous supposez que c'est un timing parfait. Quand quelque chose se dégrade, vous supposez qu'une chose plus belle se façonne. Lorsqu'une porte se ferme, vous supposez qu'une autre, plus en adéquation, est sur le point de s'ouvrir. Non pas par simulacre, mais parce que vous avez choisi l'épilogue. Et tout ce qui se déroule entre l'instant présent et ce dénouement doit y concourir. Seule la traduction du texte. Neville relata l'anecdote d'une femme qui s'était projetée dans un appartement plus enviable. Peu après, elle reçut un avis d'expulsion de son logement actuel. Elle aurait pu céder à la panique. Au lieu de cela, elle se remémora. Ceci n'est pas la fin, mais un mouvement. Et, peu de temps après, elle trouva l'appartement exact qu'elle avait imaginé. C'est cela, la foi. Non pas une croyance dépourvue de raison, mais une confiance dépourvue de preuves tangibles. Et le défi devient l'occasion de confirmer, à vous-même et à la loi, que vous êtes inébranlable. Imaginez-vous sur scène, en train de répéter un rôle. Au début, cela semble factice. Les répliques manquent de naturel. Vous vous remettez en question. Mais à force de persévérer, même lorsque l'exercice est inconfortable, vous vous imprégnez de votre personnage de manière plus complète. Finalement, cela devient une seconde nature.
Vous ne jouez plus le personnage. Vous l'incorporez. Votre nouvel état fonctionne de la même manière. Les défis ne sont pas des obstacles, mais des répétitions. Des invitations à réagir en tant que nouveau soi, même lorsque cela s'avère ardu, particulièrement lorsque cela l'est. C'est alors que l'état commence à se consolider. Si vous rencontrez des réticences actuellement, tant mieux. Cela indique que l'ancien monde se fissure. Restez fidèles intérieurement. Continuez d'assumer. Laissez le feu forger votre savoir, sans jamais l'éteindre. Chaque contradiction représente une opportunité de déclarer avec calme mais détermination. J'estime toujours que c'est accompli. Et ce genre de foi ne saurait rester sans réponse. L'imagination constitue la véritable monnaie d'échange. Neville Goddard enseignait que l'imagination, et non le verbe, constitue la véritable force créatrice. On peut discourir à loisir sur ses désirs, mais si l'imagination contredit les paroles, c'est l'acte imaginal qui l'emporte. Votre imagination, c'est vous-même, dit-il. Et le monde tel que votre imagination le perçoit, c'est le monde véritable. C'est pourquoi il ne suffit pas de disserter sur le succès, l'amour ou la santé. Que ressentez-vous lorsque nul ne vous observe? Quelle scène revisitez-vous dans la quiétude de votre esprit? Telle est la véritable création. L'imagination n'est pas un jouet, mais un instrument. Elle est le scénariste intérieur, plantant le décor bien avant que la pièce ne se joue sur la scène extérieure. Et les actes d'imagination les plus puissants se déroulent dans le silence. Non pas par ostentation, mais parce qu'ils apparaissent naturels, familiers et véridiques. Les mots ont le pouvoir d'orner. L'imagination impulse la direction. Nombreux sont ceux qui sombrent dans l'habitude de répéter des affirmations sans modifier leur imagerie intérieure. Or, le subconscient ne réagit pas à la seule répétition. Il réagit à la sensation. Et la sensation est façonnée par ce que vous imaginez être vrai. Plutôt que de vous concentrer sur le fait de dire la chose juste, concentrez-vous sur la perception de la scène adéquate. Qu'est-ce qui impliquerait que votre désir est d'or et déjà exaucé? Visualisez-le, ressentez-le, acceptez-le. C'est là le véritable investissement. Telle est la monnaie authentique. Et la monnaie de la pièce est toujours rendue. Le monde se plie à votre présomption silencieuse. Neville Goddard enseignait que la création débute dans le silence, non par des mots, mais par une certitude intérieure. Dès l'instant où vous assumez que votre désir est d'ores et déjà exaucé, et persévérez dans cette sensation sans besoin d'expliquer, de justifier, ni de quérir une validation, le monde se recompose discrètement autour de vous. Votre présomption, si elle perdure, se cristallisera en réalité. Point des besoins de discourir avec effort. N'énoncez que depuis l'accomplissement, ou taisez-vous, que votre silence porte la conviction. Chaque réaction, chaque mot, dévoile votre état. Et la loi répond à votre état, non à vos déclarations. Restez immobile. Agissez avec sagesse. Que l'acte intérieur, invisible, suffise. Et si vous êtes disposé à approfondir cette exploration, une ressource vous attend dans le commentaire épinglé. Une incitation à vous remémorer votre essence véritable. Désormais, interrogez-vous, avec la plus parfaite franchise. S'il en était déjà ainsi, qui seriez-vous, à l'instant précis?